Être heureux au point d'en frissonner. L'auriez-vous déjà expérimenté ? C'est ce que proposerait le contenu qui a depuis quelques années trouvé sa place sur Internet, le phénomène ASMR. Vous savez là, les vidéos où les personnes chuchotent et font des petits bruits démesurés, censés relaxer au point d'en ressentir un bien-être et des frissons qui vont avec. Qu'en est-il scientifiquement ? Pourquoi le phénomène explose-t-il sur Internet ? Ça relaxe vraiment ? C'est ce dont on va discuter dans cet épisode 473 de Podcast Science. Nous sommes le 4 mai 2022. Bienvenue. Et ce soir, nous sommes 4 autour de la table virtuelle. Nous avons tout d'abord Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Johan depuis Paris, quoi. Salut. Cléora dans sa Normandie natale. Salut à tous. Et moi-même Topo depuis Paris également. Et ce soir, c'est Cléora qui nous emmène frissonner au son de sa belle voix pour nous parler des murmures scientifiques de l'ASMR. Alors, l'ASMR, quelque chose de très récent, apparu dans les années 2010. L'expression donc ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, a été inventée pour décrire un certain sentiment de plaisir accompagné de frissons, qu'encore aujourd'hui d'ailleurs on expliquerait difficilement avec des mots. Ainsi, rien de scientifique à la base. C'est juste une expression sortie des forums internet pour décrire un vécu subjectif qui n'avait pas encore de mots ou d'expression pour le définir. Donc, l'ASMR, c'est un sentiment de plaisir lié à des sensations spécifiques. Donc, ces sensations spécifiques sont des frissons qui partiraient la plupart du temps du cuir chevelu pour descendre dans la nuque et le cou, puis parcourir la colonne vertébrale, les épaules, voire tous les membres du corps. En clair, un raz-de-marée de frissons partant de la base du crâne. En français, l'ASMR est l'apogée d'une réponse sensorielle autonome, une réponse sensorielle. Donc, on ressent quelque chose et on peut la mesurer physiologiquement. Cette réponse, ce sont les fameux frissons, et plus précisément, une réponse sensorielle autonome, c'est-à-dire que la sensation n'est pas volontairement induite. Cette réponse arrive spontanément. Le dernier mot, M, le M d'ASMR Meridian, fait référence à l'apogée, comme si c'était à l'atteinte d'un point culminant maximal, comme si c'était au bout d'un palier que le sentiment de plaisir accompagné de frissons serait ressenti, tel un orgasme, si on veut. Certains parlent d'ailleurs d'orgasme cognitif ou d'orgasme cérébral. Ouais, carrément, un orgasme cérébral. Donc pour résumer, si vous voulez retenir juste une seule chose pour la ASMR, c'est à la fois, petit 1, une réponse sensorielle, les fameux frissons, et petit 2, un sentiment de bien-être, comme si on avait atteint un certain palier de plaisir. Deux composantes sur lesquelles j'insiste, car d'un côté, on a une composante donc physiologique et bien mesurable, les frissons, et tout ce qui est lié au système nerveux autonome, et de l'autre, on a le vécu subjectif, plus difficilement mesurable, qui est ce fameux sentiment de bien-être et de plaisir. Phénomène mesurable ou pas, dans tous les cas, déjà, ce n'est pas quelque chose de niche ou d'isolé. La communauté ASMR ne fait que de croître sur les réseaux. YouTube comptait 5,2 millions de vidéos ASMR en 2016, puis 13 millions en 2019. L'expression en 4 lettres ASMR est continuellement parmi les top 5 des recherches YouTube, devant le simple terme music, en anglais, ou encore les célèbres jeux Minecraft ou Fortnite même. Donc les vidéos ASMR les plus populaires dépassent largement les dizaines de millions de vues, à hauteur de la popularité des clips de musique, et des vidéos des plus célèbres YouTubeurs. Depuis, cela s'étend actuellement sur les autres plateformes à courte vidéo comme Instagram ou TikTok. Et ça touche tout le monde, au niveau international, au niveau mondial, avec en tête les pays anglophones et les pays asiatiques comme les plus intéressés. Donc quelque chose de plutôt interculturel en plus. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le phénomène des vidéos ASMR sur Internet, lorsqu'on lit une vidéo, on se retrouve la plupart du temps en face d'une personne, souvent très proche de la caméra, qui chuchote, ou parle doucement en tapotant sur des objets pour faire des petits bruits. La personne peut raconter une histoire, imiter un métier, jouer un roleplay, voire initier à quelque chose ou simplement manger, dessiner
lire, découper des choses ou juste carrément filmer des choses satisfaisantes visuellement, genre des lampes à lave avec ces fameuses bulles de couleurs qui montent et descendent là, de manière hypnotisante. Ou alors le fait de couper du sable cinétique, si vous connaissez pas. Et ça, ce genre de contenu, ça fait des millions de vues. Autant vous dire que de plus en plus d'opportunistes tentent d'y trouver sa place. Pardon, je t'interromps. Oui. Le sable cinétique, c'est quoi couper du sable cinétique? Ce qu'ils appellent du sable cinétique, c'est du sable qui maintient tout seul, qui se maintient un peu tout seul sur comme si on peut faire un tas de sable en fait, comme si le sable était mouillé. Ouais, c'est une sorte de sac qui est aussi hydrophobe en fait. Il y a aussi de cette chose-là et en fait tu peux le compacter assez fortement. Il est tellement hydrophobe, peut-être genre si tu mettais dans un verre d'eau, et ben il resterait à la surface et après tu peux le retirer. Ouais. Ils avaient envisagé d'ailleurs d'utiliser du sable cinétique à la base pour pouvoir s'occuper des nappes d'huile, tu sais, genre de pétrole, pour pouvoir essayer de les récupérer, mais c'est beaucoup trop cher. Donc à la place, ils ont fait des jeux pour enfants et tu peux le découper comme ça avec un couteau ou avec un truc en plastique. Des pâtes à modeler ou des gâteaux de sable cinétique, ouais. Voilà. Tu les coupes. Et souvent, c'est assez satisfaisant en fait à regarder en boucle. Souvent. Et ça fait des millions de vues donc. Très bien. Autant dire que de plus en plus d'opportunistes tentent d'y trouver sa place, et c'est d'ailleurs aussi la nouvelle cible de diverses publicités et placements de produits. Mais bref. Donc, pour parler science et ASMR, la première grande étude marquante sur le phénomène, c'est une étude exploratoire qui date de 2015. Donc, je vous rappelle, le phénomène ASMR est apparu dans les débuts des années 2010. Les chercheurs psychologues, à l'origine de cette étude, donc en 2015, Emma Barratt et Nick Davis, ont demandé à des consommateurs de vidéos ASMR de remplir un questionnaire en ligne. Donc l'objectif était de savoir si des caractéristiques communes pouvaient être discernées, ou si finalement chacun consommait des vidéos ASMR pour différentes raisons. Donc sur les 475 personnes qui ont répondu au questionnaire, la quasi-totalité exprime consommer des vidéos ASMR pour se relaxer, pour diminuer le stress, voire amorcer l'endormissement pour mieux s'endormir. En bref, pour éprouver un bien-être. Durant le questionnaire a été également demandé aux personnes quel était le type de stimulus qui provoquait l'ASMR, les fameux frissons et le sentiment de plaisir. Est-ce qu'il y a une recette toute faite? Est-ce qu'il suffit de regarder la caméra et de taper des doigts? Pour environ 70% des personnes interrogées, la recette miracle d'une bonne vidéo pour déclencher l'ASMR est dotée de chuchotement, ou au moins de parler tout doucement, d'une intention personnelle, donc une intention personnelle souvent focalisée au niveau de la caméra, donc c'est la personne créatrice de la vidéo qui porte attention à la personne qui regarde, donc au viewer, et des bruits clairs ou des tapotements, genre on tape sur un petit bruit en bois, ou genre des trucs comme ça, ou alors des petits trucs de ciseaux, genre comme ça. Je sais pas si on l'entend. C'est pas mal. Donc chuchotement, attention personnelle et des bruits clairs ou des tapotements comme sur n'importe quel objet. Et puis Joanne qui tripote sa plante. Ah non mais ça y est, j'arrête la recherche là, je vais me faire des poignons sur internet. Herboriste ASMR, ouais. Donc chuchotement, attention personnelle et des bruits de tapotement ou des bruits clairs. Donc ces trois éléments clés qui émergent de toutes ces questions, de ce première étude, de ces questionnaires, et qu'on retrouvera d'ailleurs systématiquement parmi les études qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc ainsi, ce qui compte le plus, c'est plus l'ambiance générée grâce à ces trois éléments, donc chuchotement, tapotement, attention personnelle. Après, peu importe le contenu qu'on y met. Qu'elles soient bien écrites ou très improvisées, les vidéos ne sont qu'un moyen, qu'un média pour déclencher artificiellement la ASMR, donc le fameux sentiment de plaisir et les frissons. Et beaucoup d'habitués affirment que ce serait une expérience subjective commune à tout le monde, et dont tout le monde serait capable de vivre. Ce sera notamment une expérience subjective vécue depuis tout petit. Les témoignages donc du premier questionnaire de la première étude là donnent autour de 5 à 10 ans leur première expérience ASMR, entre sensation de frisson et sentiment de plaisir confiant à s'émerveiller, à contempler, à jouer ou à la limite de l'éveil ou du sommeil. Selon les habitués initiés de l'ASMR, donc, l'ASMR est une expérience subjective 1, unique en elle-même, et 2, accessible à tous. Ça, c'est en tout cas ce qu'en dit la communauté des habitués, des initiés. Mais qu'en disent les études scientifiques?
Est-ce un simple, parce que peut-être c'est un simple mode, peut-être que c'est un simple effet de mode qui a explosé à la fin des années 2010, ou bien un phénomène qui existe réellement et mesurable objectivement. C'est la question qu'on se pose. Car oui, jusque-là, on s'est uniquement intéressé à l'expérience subjective des habitués, durant la première étude, durant ce questionnaire. Mais peut-être que tout ça est imaginé, et que ce soit une simple invention d'une entière communauté. Pour le tester, alors, on va rester simple et simplement parler de relaxation, au lieu de parler des grands mots ASMR etc. Parce que ça peut être difficilement définissable pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Donc on est loin d'un sentiment de plaisir avec des frissons, mais au moins ça parle à tout le monde, relaxation. Il suffit alors de demander à des personnes lambda si elles se sentent relaxées après une vidéo ASMR visionnée. Et c'est exactement ce qu'on a récemment réalisé, une équipe de psychologues britanniques, en créant 2 groupes. Le premier groupe avec des initiés habitués, connaisseurs et consommateurs de vidéos ASMR, et le deuxième groupe composé de personnes ignorantes au phénomène, donc, qui ne consomment jamais de vidéos ASMR. Et puis on a demandé donc à tout ce monde-là d'évaluer s'ils ont ressenti une différence émotionnelle après avoir visionné la vidéo ASMR. Ici donc on s'attend à une relaxation pour tout le monde. Et en résultat, seuls les initiés et habitués ont répondu positivement. C'est-à-dire que les non-initiés, ceux qui ne connaissent pas la vidéo ASMR, qui ignorent l'existence du phénomène ASMR, ont juste vu une vidéo lambda à leurs yeux, sans avoir ressenti une relaxation supposée apportée. Selon cette étude. Donc du coup, coup dur pour le contenu ASMR, car ça ne semble pas systématiquement relaxer n'importe qui. Ça ne veut en revanche pas dire que les vidéos ASMR n'ont aucun effet. Non, car elles ont bel et bien un effet positif en fait sur les personnes habituées et initiées, celles qui ont l'habitude de consommer les vidéos ASMR. Mais uniquement sur elles, donc celles qui consomment déjà des vidéos ASMR. Pour les habitués, on observe bien significativement une relaxation avérée. Et pas uniquement du point de vue subjectif, mais aussi du point de vue physiologique, avec une baisse de la fréquence cardiaque notamment. En gros, jusque-là, on peut dire uniquement que ça marche, mais uniquement chez les personnes chez qui ça marche. Il y aura alors comme 2 types de personnes, les sensibles aux vidéos ASMR et les non sensibles aux vidéos ASMR, telles des personnalités, si vous voulez. Alors je sais pas si dans l'équipe, tout le monde est sensible aux vidéos ASMR. Johan, t'es sensible toi aux vidéos ASMR ? Je suis assez sensible aux vidéos ASMR et parfois ça me met d'ailleurs assez mal à l'aise. Ouais. Pourquoi ça te met mal à l'aise ? Je trouve ça très... J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité de la personne qui le fait. J'ai l'impression qu'elle me fait des bisous dans le cou, quoi. Oh, t'es prude en fait. Peut-être. T'es pas pire, t'es sensible toi aux vidéos ASMR ? À fond, et c'est marrant parce que ce que tu dis, ça m'évoque, je pense, à un phénomène assez rare. Moi, je pense avoir connu l'ASMR avant que l'ASMR arrive, parce que j'ai été très très sensible depuis très très longtemps à des voix qui de base sont ennuyeuses, mais quand même qui produisaient quelque chose de très très, justement, genre des guilis dans le cou et au milieu, en haut de la tête. Et notamment, à chaque fois que je me retrouvais dans des musées et qu'il y avait un conférencier ou une conférencière, j'étais littéralement hypnotisé. J'écoutais rien de ce qu'il disait, mais j'étais genre, je m'approchais le plus possible de la personne pour ressentir des trucs en haut du crâne. Et donc genre j'ai pas fait prêter beaucoup attention à ce phénomène, et j'ai laissé couler des années et des années sans me demander ce que c'était, tu vois. Je suis quelqu'un de chelou, quoi, mais ça change rien. ça change pas grand chose de d'habitude. Et puis un jour, je suis tombé sur un podcast de Radiolab qui racontait le phénomène, et je disais mais c'est ça. Mais je connais. Et donc je crois que c'est vraiment quelque chose de très très personnel, donc comme anecdote, donc il faut toujours s'en méfier en science, mais en tout cas je porte une crédence assez importante au phénomène puisque je l'ai connu avant que les vidéos ASMR existent. C'est ce que disent souvent les habitués et les initiés, donc ils ont connu déjà le phénomène ASMR bien avant de pouvoir mettre un mot dessus en fait. C'est ce qu'ils disent dans les questionnaires. Et Pascal, est-ce que toi tu es sensible aux vidéos ASMR? Alors, à chaque fois que j'ai regardé une vidéo ASMR, bon, ça m'est pas arrivé tellement que ça, 2-3 fois à tout casser, je me suis profondément ennuyé.
Et alors je vois bien la sensation qu'a priori ça provoque, parce que voilà, ça me dit quelque chose, mais en regardant une vidéo, là, alors du tout. Ouais. T'as l'impression que tu perds ton temps, quoi. Ah mais complètement. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi. C'est un petit peu. Donc c'est bien. Comme ça, tu nous montres un peu qu'il y a bien deux types de personnes, parce que. Et c'est exactement dans les études ce qu'on commence à démontrer en fait. Alors donc, attends, avant que tu passes sur l'explication des études, il y a déjà deux questions qui sont apparues dans la chatroom. Une question de Nive qui dit y a-t-il une corrélation entre les personnes sensibles à l'ASMR et les personnes sensibles au yoga ou autres techniques de relaxation? Alors scientifiquement il y a rien, mais il doit y avoir une corrélation, c'est sûr, hein, parce que il y a les traits de personnalité entre ceux qui sont sensibles à la méditation, etc., et ceux qui sont sensibles aux vidéos ASMR sont un peu les mêmes. Donc ouais. Alors personnellement, moi c'est corrélation négative. Je suis allergique au yoga. Je pense que si on me fait faire une position, je meurs. Après, Nive, je pense qu'il parlait de quelque chose de relaxant. On se positionne et puis on médite, sieste. quoi. Ouais, le yoga, sieste, bon, après c'est une forme où tu prends des positions assez bizarres. C'est clair. Et sinon, il y a Barenza qui demande s'il y a un rapport entre sensibilité ASMR et misophonie. Alors oui, je vais en parler après de la misophonie. Ouais. D'accord. Et pareil, expérience personnelle, moi je suis très misophone. Il y a quelqu'un qui... D'ailleurs, ça fait que tout le contenu ASMR ne me convient pas. Ouais. Si quelqu'un mange, moi c'est bon, je m'en vais, quoi. Ouais. Il va falloir que tu définisses ce que c'est que la misophonie, parce que je sais pas ce oui, que bien c'est. sûr. La misophonie, c'est le fait de pas apprécier certains sons, et notamment les bruits de bouche, essentiellement. Genre quelqu'un qui mâche fortement en faisant beaucoup de bruit. C'est marrant parce qu'il y a un terme polonais qui existe, qui dit smakouiller. Et moi, j'ai toujours entendu ma mère qui dit nie smakouiller, genre arrête de faire du bruit avec ta bouche. Et c'est peut-être ça qui a fait que je suis devenu misophone. Et pour répondre à Mumune aussi, là, est-ce qu'il y a corrélation entre la sensibilité artistique et musicale et la SMR? Je vais en parler un peu à la fin, parce il y a des choses qui sont un peu les mêmes choses en fait, mais je vais en parler à la fin, ouais. Il y a un truc de genre là. Eh bien, emmène-nous sur les études alors, sur ce phénomène. Alors, j'en étais d'abord, donc, il y avait deux types de personnes, en fait, qu'on pouvait distinguer entre les non sensibles à ASMR et les sensibles à ASMR. C'est ce qu'on montre un peu scientifiquement. Donc l'équipe britannique que j'ai citée plus tôt et d'autres chercheurs. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas finalement de traits de personnalité typiques aux consommateurs de contenu ASMR? Et donc la réponse est oui. Les consommateurs du contenu ASMR seraient majoritairement des personnes avec des traits de personnalité comme être ouverts à l'expérience, c'est-à-dire être plutôt curieux, ou encore une tendance à être plutôt pessimiste et ressentir davantage d'émotions négatives. Et oui, ça, c'est un trait de personnalité. C'est ce qu'on appelle, selon le modèle des Big Five, dont il est tiré, le névrotisme. Et cette année, donc, l'équipe britannique précédemment citée a confirmé cela, en plus d'être en lien avec une anxiété plus élevée chez les personnes initiées aux vidéos ASMR. Donc, juste un petit point sur ces traits de personnalité, hein, j'y reviens, parce que je pense pas que ça vous parle plus que ça. Donc, j'ai cité l'ouverture et le névrotisme. Donc d'abord, on parle de traits de personnalité, donc de traits. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cases pour ranger des personnes. Ce sont des traits, des échelles, des continuums sur lesquels chacun est évalué. Comme si entre un extrême entre blanc et noir, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on est un peu dans une zone de gris, quoi. Et chaque personne se situe sur un continuum entre les deux extrêmes. Par exemple, si on prend l'exemple du trait de l'extraversion, les deux extrêmes sont être extraverti au maximum et être introverti au maximum. On n'est jamais full introverti ou full extraverti. On est chaque fois positionné sur ce continuum. Et donc parmi les tests de personnalité scientifique, on a le modèle du Big Five, donc résumant les personnes à 5 grands traits, d'où le Big Five. Donc 5 grands traits de personnalité que sont l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, ou le fait d'être consciencieux et discipliné, l'extraversion, ou à l'inverse donc l'introversion, l'agréabilité, ou l'indulgence, l'altruisme, et enfin le fameux névrotisme, lié à un fort potentiel d'anxiété. Et donc sur ces 5 traits, les personnes consommatrices de contenu ASMR semblent avoir en commun un fort score en névrotisme et en ouverture, et un score plus faible sur les 3 autres.
Et là-dessus, on est sur donc quelque chose d'assez plutôt solide, je dirais, avec plusieurs études confirmant cela, et dont des études avec des échantillons à plus de 300 personnes, ce qui est assez conséquent en psychologie. Donc dit autrement, la personne caricaturale qui écoute régulièrement des vidéos ASMR ne serait pas n'importe qui donc. Ce serait une personne à la fois curieuse, ouverte d'esprit et sensible aux émotions négatives, et donc, entre parenthèses, favorable à des troubles anxieux, au burn-out ou à la dépression. Et en effet, dans la toute première étude de Barat et Davis, au-delà de leur conclusion que les personnes recherchaient un simple bien-être, toute personne dépressive de l'échantillon, donc de l'échantillon de la première étude du questionnaire, utilisait ce genre de vidéo pour réguler ses émotions, pour se sentir mieux, quoi. Une sorte d'autothérapie, si on peut dire. Et c'est à partir de là que l'intérêt scientifique de ce phénomène ASMR, qui existe depuis les années 2010, a réellement démarré. Est-ce que finalement de simples vidéos sur Internet pourraient être utilisées comme moyen de thérapie, ou au mieux de soutien psychologique et émotionnel? En tout cas, les toutes premières études autour de la dépression et de l'insomnie semblent y répondre positivement. C'est toutefois trop immature pour en tirer des conclusions générales, mais c'est positif pour l'instant. Oui, Joanne. J'ai une question, du coup, ce que tu dis, c'est que d'un coup, donc ça, manifestement, pour beaucoup de personnes, ça répond à un besoin. Et ouais. Tu as l'air de dire que ça apparaît environ à la fin des années 2000. Qu'est-ce qu'elles utilisaient toutes ces personnes avant ça? Est-ce qu'il y a une autre chose dans la nature qui remplace ce genre de choses? Eh ben, je pense que regarder un chat s'amuser ou un truc de genre là, ça peut faire un peu la même chose. Mais il n'y a pas de bruit dans ces trucs-là, typiquement. Non, ouais. Au niveau des bruits... Genre être allongé dans une prairie, entendre des oiseaux, ouais. Ça pourrait être la même chose, je sais pas. Après, Pierre Topo, il parlait aussi d'entendre une voix qui te plaît énormément. Genre, ça te fait frissonner un peu de partout. Quand on est enfant aussi, souvent, ce qu'ils disent les initiés, les habitués à ASMR, quand on est enfant, donc entre 5 et 10 ans, c'est à ce moment-là qu'ils ont ressenti leur première sensation d'ASMR, en fait. Et c'est un moment où on est complètement apaisé ou alors complètement émerveillé par quelque chose de nouveau, souvent. Ou alors totalement embarqué dans un jeu ou dans un film. Mais après, ouais, les vidéos ASMR en tant que telles sont apparues dans les années 2010. D'accord. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'existait pas avant. Sans doute pas, parce qu'évolutionnellement parlant, j'ai pas l'impression qu'on a eu des grosses différences entre maintenant et 2010. Enfin, je peux me tromper, mais... Ouais, donc je disais que toutes les études au niveau de thérapie ou autothérapie, etc., c'est encore trop récent pour vraiment tirer les conclusions générales, mais c'est plutôt positif. Ce qu'on peut toutefois aujourd'hui affirmer, de manière générale, c'est qu'une simple interaction sociale virtuelle peut effectivement faire baisser le stress perçu lors de troubles de l'anxiété. Et oui, même à travers un écran. L'interaction sociale virtuelle est même préenregistrée, donc sur une vidéo YouTube par exemple, permet de diminuer son anxiété, et plus particulièrement d'ailleurs lors d'anxiété sociale. Donc dit autrement, dit très grossièrement, je me sens moins stressé en interaction réelle avec les autres si j'ai préalablement réinteragi avec une personne virtuelle sur un ordi, même sur une vidéo préenregistrée. Maintenant, plus spécifiquement vidéo ASMR, est-ce qu'elles offriraient un lien social et du même coup un apaisement émotionnel ? C'est ce que tente aussi à montrer la jeune littérature scientifique sur le sujet, autour de la thématique des interactions homme-machine. Chuo Niu et collaborateurs, dans un récent papier de février dernier, ont analysé plus de 2500 commentaires sous des vidéos ASMR. Donc des vidéos que ce soit YouTube, TikTok, etc., peu importe les réseaux sociaux. Ils ont alors rapporté que ce qui importait le plus aux consommateurs de vidéos ASMR, au-delà des déclencheurs audio ou vidéo pour ressentir des frissons, c'était surtout l'interaction sociale. Un consommateur de vidéos ASMR ne rechercherait donc pas plus les frissons ou des stimuli atypiques qu'un état de bien-être avec une mimique de relation sociale. Cet apport social à travers un ordinateur, appelé parasocial dans le milieu scientifique, aurait d'ailleurs gagné un grand intérêt durant la crise du Covid, durant le confinement notamment. Mieux encore, comme l'écrit Alice Lenay, docteur en recherche et création, je la cite, « Il est caractéristique que le public ASMR émerge à notre époque. Symptôme d'une société individualiste et connectée. Il élabore également le remède du manque, qu'il entretient par ailleurs en permettant la production de vidéos sur mesure, partageables en ligne. »
Et j'aurais pas pu exprimer quelque chose de plus clair. C'est pourquoi j'ai préféré carrément la citer. Donc elle évoque un manque. Comme si la relation sociale était un besoin à assouvir. Et donc, à une époque où on veut tout, quand on veut, de chez soi, possiblement à la carte, au niveau Uber, ou alors on se le demande à l'apporter chez soi, que ce soit individualisé, et ben ce genre de contenu ASMR colle parfaitement à la demande. C'est comme si c'était une relation sociale sur demande. Les créateurs de vidéos ASMR vont même jusqu'à proposer des vidéos personnalisées pour certains membres de leur communauté. Donc l'apport social qu'offrent ces vidéos ASMR, c'est pas quelque chose de non négligeable pour expliquer l'attrait des personnes à ce genre de contenu. D'ailleurs, les premières petites études, juste une petite parenthèse rigolote, les premières petites études d'imagerie cérébrale, que ce soit d'imagerie fonctionnelle et EEG, vont même jusqu'à dire que les régions cérébrales suractivées en visionnant une vidéo ASMR par rapport à un état de repos seraient similaires à un état de toilettage social chez les animaux. Vous savez, là, chez les primates, là, lorsqu'ils s'épouillent entre eux pour enlever les poussières et les parasites, là, et selon ces toutes premières études en imagerie cérébrale, regarder une vidéo ASMR reviendrait à la même chose. Et non, c'est pas une blague. Regarder une vidéo ASMR serait comme se faire une manucure du cerveau, réalisée par quelqu'un d'autre. Réellement un épouillage cérébral, au point d'inhiber les zones cérébrales liées au stress et à l'anxiété. Moi, je propose de renommer la ASMR comme manucure du cerveau ou épouillage cérébral, c'est parfait. C'est pas mal, épouillage cérébral. Je me aussi quand j'ai écrit. C'est très bonne câble. Très bonne formule. Alors, toutefois, cette partie neuroscientifique du dossier a bien sûr à prendre sur des très grosses pincettes, car on est encore au tout début des études, avec en plus à peine une dizaine de participants par étude. Donc utiliser l'IRM fonctionnel, parce que ça a un coût, on ne peut pas faire passer plusieurs personnes à la fois. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà passé une IRM, mais l'utilisation du REM est déjà plutôt étonnant, car je vous rappelle qu'un appareil IRM, ça fait un sacré boucan. Donc rien que de se détendre avec une vidéo ASMR dans une telle machine, moi je trouve ça que c'est plutôt un exploit. Bref. Ainsi, de ce que l'on sait pour l'instant, lorsqu'une personne consommatrice de vidéos ASMR y ressent un bien-être, ce n'est pas tant dû aux stimuli visuels et sonores qu'à l'interaction parasociale. La plupart des études présentent notamment l'argument de l'ocytocine. L'ocytocine, donc, c'est cette fameuse hormone, notamment liée au plaisir qui est libéré lors d'interactions sociales, justement. Ce qui expliquerait pourquoi les vidéos ASMR aideraient les individus à se détendre, à gérer le stress, à diminuer leur anxiété et à s'endormir plus facilement, juste par cette interaction sociale virtuelle, cette interaction parasociale. Tout cela, ça c'est dans les discussions des articles, tout cela reste encore à être prouvé, à être étudié scientifiquement. Un autre indice à l'appui, comme quoi les vidéos ASMR c'est davantage l'interaction sociale qui compte plutôt que les stimuli proposés, c'est le curieux phénomène du mukbang. Donc le mukbang est un mot coréen voulant dire littéralement manger diffusé. C'est un mot valise. Donc ça consiste donc à fabriquer et manger de la nourriture tout en se filmant et en interagissant avec le public connecté. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce genre-là. C'est un phénomène très répandu, notamment en Corée du Sud, où les jeunes personnes qui vivent seules ne s'imaginent pas manger tout seul. Quitte à être seul, en fait, autant manger avec quelqu'un en vidéo, en ligne, en direct, ou même en préenregistré. C'est ça, le mukbang. Donc, selon la première étude scientifique spécifiquement sur le sujet, enfin la seule que j'ai trouvée en tout cas, les consommateurs de vidéos de ce genre cherchent, encore une fois, davantage la connexion sociale, plus que les déclencheurs ASMR comme les bruits de bouche ou le fait de mâcher. Donc ça, c'était un dernier indice, le mukbang. Donc d'ailleurs, des vidéos où les gens se montrent en train de manger quelque chose, et ça fait des millions de vues. Si vous ne connaissez pas, juste par curiosité, allez voir. C'est assez curieux. Enfin, dernier indice comme quoi c'est peut-être l'interaction sociale qui est davantage recherchée plutôt que les stimuli proposés. En parlant du bruit de bouche, je ne sais pas vous, donc on en a parlé un peu avant, mais moi c'est quelque chose dont j'ai aussi également très horreur, que je déteste plutôt. Pour eux, consommateurs du phénomène mukbang, ça n'a pas l'air de les déranger, mais pour moi, ça peut me donner des frissons mais de dégoût. Le fait de détester un bruit au point de ressentir du dégoût, voire même de la colère, donc, c'est ce qu'on appelle la misophonie, qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, parmi les bruits les plus détestés, Pierre en a parlé un peu, on a tous les bruits de bouche, donc tout ce qui est souffle fort, reniflement,
racler la gorge, etc., déglutir, boire, mais aussi d'autres bruits répétitifs et symboliques d'une anxiété, tel le fait de titiller son stylo tout le temps, grincer ses dents même, ou alors le fait de faire des clics horribles avec ses ongles. Je sais pas si vous connaissez ce bruit-là, c'est un peu horrible. Par conséquent, donc, pour certaines vidéos ASMR, au lieu d'une relaxation, ça peut même au contraire engendrer de l'énervement et de l'anxiété. Du fait, dans une étude, en fonction du panel de vidéos ASMR échantillonnées, on peut alors avoir des résultats inverses que ce que l'on attendait. En effet, bien que des caractéristiques communes puissent être distinguées, chaque personne a son petit bruit fétiche, son petit son favori qui déclenche à coup sûr l'ASMR. Chacun cherchant son trigger, c'est-à-dire son déclencheur, le plus efficace en mettant des fois en favori des vidéos perles rares. Vous avez un vin fétiche, un bon café que vous gardez sous le coude, ou un bon film incontournable, peu importe combien de fois vous le regardez. Bah, ça semble un peu pareil avec les déclencheurs ASMR. Voilà. Donc j'espère que maintenant vous arrivez, comme moi, à mieux définir et décrire le phénomène ASMR. Reste à savoir, pour terminer, si c'est un phénomène bien unique en lui-même, ou comparable, voire similaire à d'autres déjà connus. Dit autrement, est-ce que le phénomène ASMR existe bel et bien à lui seul, ou est-ce qu'il peut être comparé, voire confondu, parmi un autre phénomène subjectif qu'on connaît déjà bien? Outre l'exagération seulement de l'orgasme cérébral, par exemple, d'autres chercheurs parlent d'un ressenti proche de la méditation, ou d'un état modifié de conscience. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'un état modifié de conscience, je vous renvoie à mon petit dossier en épisode 456 autour de l'hypnose. Très rapidement, un état modifié de conscience est un paradoxe, donc je vais appeler ça un paradoxe, entre une part de soi très attentive et éveillée, et une part de soi plus endormie et relaxée. Donc très vulgairement dit, ce serait comme si notre esprit allait à vive allure sur l'autoroute, alors que notre corps dort et se repose au garage. Donc l'hypnose, la somnolence, la méditation sont par exemple tous des exemples des états modifiés de conscience. On a à chaque fois le corps qui est plutôt endormi et relaxé, tout en étant toujours conscient et attentif à ce qui se passe. C'est de ça ce que j'appelle un paradoxe. On a une part relaxée et une part excitée ou attentive. Eh bien, parmi les données physiologiques observées lors de l'écoute de vidéos ASMR, on retrouve un paradoxe similaire. On a d'une part des éléments physiologiques montrant une relaxation, une baisse du rythme cardiaque, et d'autre part des éléments physiologiques montrant une certaine excitation ou vive attention, avec une réponse électrodermale plus élevée. C'est-à-dire, très grossièrement, donc si vous ne connaissez pas la réponse électrodermale, c'est en gros les glandes sudoripares qui s'activent un peu plus. Donc en gros, très grossièrement, on sue d'excitation, quoi. Peut-on toutefois parler d'excitation? Pardon. Peut-on toutefois parler d'état modifié de conscience pour le phénomène ASMR? Rien n'est moins sûr. Mais l'expérience subjective est peut-être plus proche que celle d'un orgasme qui me semble plutôt exagéré. Tout ça reste encore, bien sûr, à être étudié. De plus, durant un état modifié de conscience, on a beau avoir ce sentiment de bien-être ou de pleine conscience, des fois, des personnes y disent, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais on n'a pas les sensations spécifiques associées, c'est-à-dire les frissons durant un état modifié de conscience. Ils sont où, eux, durant un état modifié de conscience? Donc, l'état modifié de conscience pourrait éventuellement s'assimiler à la composante subjective de l'ASMR, donc le sentiment de bien-être, le fait aussi d'être en même temps excité ou très attentif à ce qui se passe. Mais qu'en est-il de la composante physiologique, les frissons? À quoi pourraient-ils s'assimiler, les frissons ressentis lors de l'ASMR? À première vue, on pourrait dire que ça se rapproche de la chair de poule. Un exemple tout bête, lorsque vous avez froid et que la chair de poule vous monte dans tout le corps et érige vos poils tel un chat hérissé. Cette sensation serait semblable aux frissons de l'ASMR. Bien que les initiés et habitués consommateurs de vidéos ASMR affirment que ce soit deux réponses physiologiques totalement différentes. Ils parlent, donc eux, les habitués, les initiés, ils parlent davantage de picotement ou de frémissement que de chair de poule. En gros, pour eux, ce serait plus modéré qu'une chair de poule, parce qu'une chair de poule pourrait nous faire bouger tous nos muscles pour nous réchauffer, en fait. Donc ça, c'était la piste de chair de poule pour décrire un peu les frissons, ce que seraient les frissons ASMR. Mais ma dernière et ma meilleure piste pour approcher le ressenti lors d'ASMR est la piste de frisson musical. Un frisson musical, c'est quoi? Alors déjà, oui, ça existe comme un phénomène bien à lui,
Et a priori, oui, c'est étudié scientifiquement. Je l'ai appris comme vous en préparant ce dossier. Donc un frisson musical, c'est être totalement emporté par la musique et ressentir tout à coup un frisson involontaire, donc automatique, causé par un crescendo, la montée d'une note ou une pause inattendue ou le point final d'un solo ou quelque chose de surprenant. Souvent lié au souvenir ou à la surprise, une musique peut nous tirer quelques frissons, un gros coup d'émotion donc. Et donc c'est ça le frisson musical. Et ça s'approcherait énormément de l'expérience ASMR. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est carrément la physiologie. Donc on a bien des mesures observables et objectives. Donc vous vous rappelez ce que j'ai appelé le paradoxe entre un état relaxé et un état excité. Eh bien on retrouve les mêmes données lors d'un frisson musical, entre d'un côté un état relaxé, baisse de la fréquence cardiaque, et de l'autre un état attentif et excité, avec une réponse électrodermale plus élevée. Au lieu de mon propre mot, donc de paradoxal entre état excité et état relaxé, les chercheurs parlent davantage d'un ressenti mixte et complexe. Comme si, au même moment, on ressentait de la joie et de la tristesse, par exemple. Deux émotions opposées, mais qui peuvent exister au même moment, pour donner une nouvelle émotion. Ici, donc, dans l'exemple des deux émotions opposées, entre la tristesse et la joie, tristesse plus joie, qui sont normalement opposées, peuvent exister en même temps, et ça donne la nostalgie. Et donc de manière similaire, on peut avoir une part de soi relaxée plus une part de soi attentive et excitée est égal, donc ce qui se rapprocherait à quelque chose qui s'approcherait d'un état modifié de conscience en fait. Reste à savoir d'où viennent les frissons. Qu'est-ce qui les déclenche? Aujourd'hui, le frisson musical est plus utilisé que l'ASMR, donc je vais partir de ce schéma-là avant. Et de ce qu'on sait, c'est qu'un frisson musical est déclenché par de la dopamine libérée dans le corps. Un événement, selon les chercheurs, comparable au plaisir ressenti lors d'un besoin assouvi. Par exemple, après avoir mangé, après avoir eu un orgasme, ou juste le fait d'uriner après s'être longuement retenu. De la dopamine est donc relâchée lors d'un frisson musical ou ces petits événements quand il y a beaucoup de dopamine relâchée. On peut donc peut-être supposer que c'est le cas aussi lors d'ASMR. Bon, j'ai pas vu d'études encore qui montraient cela. Mais pourquoi frissonner? Ça, c'est ma dernière question. Pourquoi le frisson? Pourquoi pas être une autre réaction comme sourire ou, je sais pas moi, fermer les yeux et ronronner? Pourquoi les frissons sont synonymes d'un état de bien-être alors que dans la nature, enfin même dans les émotions qu'on exprime le plus communément, il existe uniquement la chair de poule qui se rapproche au frisson. La chair de poule, donc c'est un état de peur, pas un état de relaxation. Pourquoi alors un frisson? Et là, je vais parler d'une petite théorie que j'ai trouvée intéressante, une théorie développée par David Huron, un chercheur en psychologie de la musique, où, selon lui, le frisson musical serait en fait, selon ses termes, un émerveillement teinté de peur. Un émerveillement teinté de peur. Une théorie donc que je trouve intéressante, c'est pour ça que je vous la partage, parce que j'en ai croisé des théories. Donc, par exemple, vous avez déjà rigolé après avoir sursauté de peur. J'imagine que ça vous est déjà arrivé dans l'équipe. Ouais. Le frisson, ça serait un peu pareil. C'est ce qu'on appelle la théorie de la peur supprimée. Encore des grands mots pour pas grand-chose, mais bon. Un frisson musical serait donc quelque chose qui nous surprend tellement c'est créatif et surprenant. Beaucoup de surprendre d'ailleurs dans cette phrase. Tel un solo de rock de guitare électrique au milieu d'un slow. Tel une flûte de pan en pleine country, ou une batterie sur du Chopin ou du Satie. Quelque chose qui dénote par rapport au contexte et à l'environnement. Tel un hurlement dans une forêt calme en pleine nuit. Mais des fois, parfois quand tu entends tu peux frissonner à une musique que tu connais déjà parfaitement bien, donc là il n'y a plus d'étonnement. Mais par contre, à chaque fois que tu l'entends, t'as ce frisson. Ouais, donc du coup c'est pas lié à la surprise, c'est lié à tout ce qui est à la mémoire. Est-ce que ça te rappelle à toi, etc. Et en fait, bon, selon sa théorie à lui, on peut même rapprocher ça à la surprise aussi, parce que c'est surprenamment, en fait, très cohérent par rapport à ce que je ressens. En fait, la musique dégage tellement une émotion cohérente par rapport à ce que je ressens actuellement, que ça me donne des frissons. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu passes... Faudrait que j'y réfléchisse mieux. Par exemple, si il y a une chanson qui parle de quelque chose avec quelque chose de triste, on va dire quoi? Une séparation douloureuse d'un couple, par exemple. Ne me quitte pas.
Il faut t'oublier. Et bah, par exemple, si les paroles te parlent énormément et que tu l'as déjà vécu toi-même, cette séparation, tu vas ressentir la même tristesse qu'évoque cette musique au même moment. Et donc c'est surprenamment, en fait, tellement cohérent que ça te donne des frissons, en fait. Ça, c'est selon ce que j'ai lu. Hein. C'est une théorie, il n'y a rien de scientifique là-dessus encore, c'est juste des blabla. D'accord, je suis pas sûr de... Parce que moi, un truc, par exemple, je regardais... ça m'arrive dans des films aussi. Ouais. Et je sais que, par exemple, la scène de Apocalypse Now, de l'attaque des hélicoptères avec la musique de Wagner, me fait... Et c'est la 3e ou 4e fois que je le regardais, et je me suis fait la réflexion, tiens, ça marche toujours. Ouais. Et du coup, mais là, effectivement, je crois pas que ça me rappelle particulièrement le Vietnam, mais... Enfin, je sais pas. J'ai un peu de mal à comprendre effectivement ce que tu dis, qui est dans mon expérience personnelle, qui me rappelle ça, quoi. Après, dans ce que développe la musique, il y a tout ce qui est émotionnel aussi, donc ça développe des émotions. Après, est-ce que tu ressens tellement des émotions que tu en as des frissons carrément? Ça serait incroyable, ça. Peut-être. Non, je pense pas. Non, c'est vraiment, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment associé à des musiques souvent, ouais, des musiques ou ouais. Non, je dirais pas qu'il y ait des émotions qui me font frissonner. Je crois pas. Mais par exemple, si t'as une musique très dramatique, très épique, avec quelque chose en image, tu as quelque chose de romantique, par exemple, quelque chose de totalement décalé. Ça n'irait pas ensemble. Alors que sur Apocalypse Now, si t'as la musique dramatique dessus, ça marchera énormément. En fait, t'as une cohérence tellement bonne, en fait, entre la musique et l'action qui se passe à l'écran, que c'est surprenamment tellement cohérent que t'en as des frissons. Ça, c'est selon la théorie que je développe, enfin, qui est D'accord. Ok, très bien. J'ai compris. T'as compris? Ok. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est logique. C'est logique, en tout cas. C'est pour ça que je la développe ici, cette petite théorie-là. Je trouve ça intéressant. Ok. Donc ça, c'est pour le frisson musical, donc. Et pas l'ASMR. Mais qu'en est-il du frisson lors d'ASMR? Eh bien, selon David Huron et son équipe, c'est la même chose. C'est littéralement un émerveillement teinté de peur. Par exemple, si dans un roleplay de coiffure, où on regarde une vidéo et que la personne créatrice de la vidéo ASMR nous sort une tronçonneuse pour tailler nos cheveux, il y a de quoi être surpris et éventuellement frissonner, tellement ça sort du contexte, tellement c'est plein de créativité, quoi. Même chose pour les frissons déclenchés lors des mouvements intimes et très proches de la caméra, qu'ils soient visuels ou sonores d'ailleurs. Ce serait selon leur expression, un émerveillement teinté de peur, encore une fois. Sauf que la peur, entre guillemets, en question ici, c'est le fait de déborder vers son espace intime, comme une violation de son espace personnel. Ce qui est rigolo, c'est que Joanne t'en a parlé juste avant, comme quoi des fois c'est dérangeant parce que c'est trop intime. De déborder, en fait, trop intimement d'intensité, en fait, par rapport à ce qu'on peut tolérer normalement. Donc 2 exemples quotidiens cités par les chercheurs. N'auriez-vous jamais frissonné à l'approche de votre oreille qu'une bestiole qui vole? Une mouche, une guêpe, une abeille ou un scarabée, tout proche. Sur le moment, ça nous surprend. Parce que d'abord, c'est proche de nous, mais ça peut évoquer en plus quelque chose de dangereux, une piqûre, genre une grosse méchante bestiole, là. Et puis quand on se rend compte qu'il est juste passé, et qu'il n'y a rien de dangereux qui s'est passé, voilà qu'arrive une montée de frissons. Encore une fois, c'est pourquoi on l'appelle la théorie de la peur supprimée. Ça, c'est un des exemples. Je sais pas si ça vous parle. Ça me dit rien, moi. Ok. Moi, je voyais très très bien ce que tu voulais dire par la théorie de la peur supprimée. Effectivement, rigoler quand t'es mal à l'aise ou rigoler quand t'as eu peur. Ouais. Autre exemple pour illustrer donc la peur entre guillemets donc qui évoque les chercheurs de la violation de l'espace privé, justement de l'intimité qu'on peut retrouver dans les vidéos ASMR. Les chercheurs prennent l'exemple de quelqu'un qui est en train de vous chuchoter par rapport à quelqu'un qui hurle au loin. C'est bien par le chuchotement qu'on est plus à même de frissonner que quelqu'un qui hurle au loin, parce qu'on a bien quelqu'un qui est tout proche de soi et il y a une violation de l'espace privé. Bref. Comme type projet Blair Witch, quoi. Le côté avec non mais oui, enfin il y a quelque chose de vachement effrayant d'avoir la caméra collée à la personne et qui est en train de se moucher et d'être de pleurer, d'avoir de la morve. Il y a quelque chose de très 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 effrayant là-dedans, quoi. Et ce qui est intéressant là, Pascal, c'est que tu dis que s'il y a une petite bestiole qui vole juste à côté de ton oreille, ça te fait un petit peu peur, mais t'as pas de frisson. Tu ressens pas de frisson. Je ne me souviens pas avoir été confronté à la situation et que ça m'est... Non, mais c'est intéressant. Du moins, pas, que ça m'a pas marqué, quoi, si c'est le cas.
Ça, c'est intéressant parce que justement, tu n'es pas aussi très réceptif aux vidéos ASMR. Donc, il y a peut-être une corrélation dessus, tu vois. C'est possible. Ça serait drôle. Ça serait peut-être un truc à démontrer, comme quoi la théorie de la peur supprimée serait peut-être quelque chose de valable, comme quoi. Ouais. Je trouvais ça intéressant, justement, ta remarque. Voilà. Donc, pour conclure, j'ai beau terminer sur les frissons aussi, hein. Moi, je ressens pas beaucoup, hein, quand j'écoute des vidéos ASMR. Une bonne vidéo ASMR n'en provoque pas forcément. Ce qui compte, c'est la connexion sociale, encore une fois, l'attention personnelle. Rien qu'avec ça, vous pouvez vous ressentir, en fait, relaxé. Comme l'écrit Alice Lenay, donc, celle que j'ai citée un peu plus tôt. L'important, c'est de retrouver une certaine temporalité, une certaine réalité, une certaine matérialité, des fois, elle dit. En fait, c'est retrouver, de prendre le temps d'écouter et de se faire chouchouter, reprendre le temps d'avoir une interaction sociale dans un monde qui demande une production irréfrénée avec une vitesse à double tour, quoi. Et c'est ma conclusion là-dessus. C'est sûr, après, devant une vidéo ASMR et qu'on ressent pas de relaxation, c'est sûr qu'on doit se faire chier. Mais moi, je ressens pas de la relaxation. Mais je crois que je suis assez sensible parce que tu parlais plusieurs fois je suis assez sensible aux effets d'hypnose, aux effets de relaxation. Ouais. Et du coup, mais l'ASMR a tendance, c'est des trucs qui sont assez intimes chez moi, je crois, et qui du coup me mettent mal à l'aise quand il y a une autre personne qui involve, quoi. Bon. Je crois qu'on a eu une question, Vas-y, dis-moi. Toc. Par rapport à l'étude sur les réactions cérébrales face à l'ASMR, est-ce qu'il y a des groupes témoins avec des vidéos au hasard et des vidéos qui passionnent le sujet? Je crois pas. D'accord. Donc c'est juste un état de repos par rapport à un état où tu regardes la vidéo ASMR sur la même personne. Il n'y a pas de groupe témoin, il me semble. Mais ça, j'ai à vérifier. Mais je crois pas. Ok. Et il y a des explications scientifiques qui expliquent que certaines musiques nous tirent des larmes, même quand elles illustrent des pubs pour des assurances. Alors, attends, il y a des explications scientifiques qui expliquent que certaines musiques nous tirent des larmes, même quand elles lisent des pubs. Ah oui. Bah ça c'est l'exemple qui est très très bien pour moi, c'est les croquettes avec la musique de Ennio Morricone là. Tin 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 tin. Alors ça, tu vois des chiens qui courent et c'est une musique pour Royal Canin. Alors ça, c'est parce que la musique est déjà connue avant. On a déjà quelque chose il y a quelque chose de mémoriel qui est lié à cette musique-là aussi. Je pense que créer une musique de genre là sur les croquettes, là ça aurait fait bizarre, je pense. C'est parce que la musique a déjà une connotation en elle-même, a déjà des émotions en elle-même, quoi. Je pense. Très bien. Et oui, les puissances des émotions que provoquent les musiques, ouais, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'ai eu pas mal de papiers que j'ai vus durant ma petite revue de littérature. J'aurais peut-être pu faire un dossier là-dessus prochainement entre musique et émotion. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Avec plaisir. Très bien. Du coup, Pierre est parti, donc je vais prendre la suite. Est-ce que tu es venu avec une citation? Ah oui, alors ça, non. Mais si vous avez suivi, donc un frisson peut être engendré par quelque chose de surprenant. Alors, parce qu'on a toujours l'habitude de citer des paroles, enfin des phrases et des mots du passé, je vais vous citer un mot du futur, qui serait inscrit, qui sera même, parce que je le confirme, qui sera inscrit dans le dictionnaire de 2032. Choupisson. 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 Le petit du hérisson. Écrit entre parenthèses, néologisme proposé par Pierre Carnègre en manque de mots mignons. Voilà, c'est ma citation du futur. D'accord. Bon, pour vous dire, Choupisson n'est pas encore inscrit dans le dictionnaire et ça ferait plaisir à Pierre, mais pour le moment, il n'y est pas encore. Mais on fait beaucoup de forcing pour que ça y soit. Très bien. Et donc, je vous propose de conclure cette émission. C'était chouette de vous revoir. Donc, si ça vous a plu l'émission, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous partager à vos proches, nous mettre des notes si vous pouvez, ça augmente notre visibilité, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Et on vous revoit la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie.